Bienvenue sur la web radio de l'Infectio. Ce podcast vous est proposé par les enseignants de maladies infectieuses et tropicales des universités de Saint-Étienne et Lyon. Il est destiné aux étudiants de deuxième cycle des études médicales et il a reçu le soutien de l'université Jean Monnet. Bienvenue à tous. Dans ce podcast, nous allons évoquer l'endocardite infectieuse. Avec nous pour cet item, professeur Botello-Nevers. Bonjour professeur. Bonjour à tous. Alors on parle d'endocardite infectieuse, mais de quoi s'agit-il ? Alors l'endocardite infectieuse, c'est une infection d'une ou de plusieurs valves cardiaques, de l'endocarde, de ces valves cardiaques, qu'elles soient des valves natives ou qu'elles soient prothétiques. Il faut savoir que cette endocardite infectieuse, elle va survenir parce que des agents infectieux vont gagner la circulation sanguine et vont se fixer sur la valve en faisant ainsi une bactériémie persistante. Et ce sera le cas notamment quand le revêtement de la valve est anormal, soit parce qu'il s'agit d'une prothèse, soit parce qu'il y a une anomalie valvulaire, et que le pathogène, l'agent infectieux, va être particulièrement associé à l'endocardite infectieuse. Le plus souvent, il va s'agir d'infections bactériennes, même s'il peut y avoir de rares endocardites infectieuses de type fongique, par exemple. Il s'agit d'une pathologie qui reste rare, mais qui est très grave, avec une mortalité intra-hospitalière de l'ordre de 20%. C'est une infection qui va toucher plutôt les hommes, à tous les âges, mais aujourd'hui, l'épidémiologie est plutôt plus fréquente chez les sujets âgés, avec une moyenne d'environ 70 ans. Les endocardites infectieuses, elles sont plus fréquentes sur terrain de cardiopathie dits à haut risque, que ce soit des patients porteurs de prothèses valvulaires, des cardiopathies congénitales cyanogènes non opérées et des antécédents d'endocardite infectieuse. Elle va survenir également plus fréquemment sur des cardiopathies à risque moins élevé, qui sont les valvulopathies avec des fuites, les bicuspidies ou autres pathologies de ce type-là. D'autres situations sont également à risque d'endocardite infectieuse. Ce seront les patients porteurs de matériel intracardiaque et puis les patients avec une toxicomanie intraveineuse du risque majoré de bactériémie à répétition. Et quels sont les agents infectieux habituellement responsables ? L'épidémiologie, d'un point de vue microbien, de l'endocardite infectieuse a changé ces dernières années. Et aujourd'hui, on va avoir essentiellement des endocardites à staphylocoque doré, Staphylococcus aureus, des endocardites à streptocoque, avec à la fois des streptocoques oraux et des streptocoques digestifs, et puis également une augmentation récente des cas d'endocardite à entérocoque. Ça, ce seront les agents infectieux les plus fréquemment rencontrés dans les endocardites infectieuses communautaires. Pour ce qui est des portes d'entrée de ces agents infectieux, il s'agira, s'il s'agit de staphylocoque doré, ou éventuellement de staphylocoque à coagulase négative, de portes d'entrée de type cutané, de matériel endovasculaire, de patients avec des cathéters de dialyse ou également des toxicomanes intraveineux. Pour ce qui est du staphylocoque doré, là aussi il y a toujours le portage qui est une façon à la bactérie de pouvoir rentrer. Concernant les streptocoques oraux, bien entendu, ça sera des portes d'entrée d'origine bucco-dentaire. Pour ce qui est du Streptococcus galolyticus, streptocoque d'origine digestive, bien entendu, la porte d'entrée sera digestive. Ça peut être le cas aussi de l'entérocoque, mais pour ce qui est de l'entérocoque, la porte d'entrée peut être également urinaire. En ce qui concerne les rares endocardites à candida, ce sera essentiellement des cathéters, la porte d'entrée, ou encore une fois les patients toxicomanes. Et puis pour les endocardites à sec, ces germes à croissance plus difficile, c'est un acronyme, la porte d'entrée sera bucco-dentaire. Il faut savoir que dans 5 à 10% des endocardites infectieuses, les hémocultures resteront négatives, soit elles auront été négativées par une prise d'antibiotiques au préalable, avant la réalisation des hémocultures, soit elles seront réellement négatives, ces hémocultures, tout simplement parce que les bactéries responsables de l'endocardite ne poussent pas sur les milieux de culture des hémocultures. Il s'agit notamment de bactéries intracellulaires comme Coxella burnetii, Trophérima whipplei ou Bartonella. Et comment fait-on le diagnostic d'une endocardite ? Alors, le diagnostic d'une endocardite infectieuse, il est complexe et il va reposer sur des arguments cliniques, des arguments biologiques et des arguments d'imagerie. Alors tout d'abord, les arguments cliniques. Il faut retenir un adage classique, mais qui est toujours vrai, qui est que toute fièvre inexpliquée devant un patient avec une valvulopathie
ou avec un nouveau souffle est une endocardite jusqu'à preuve du contraire. La présentation clinique de l'endocardite infectieuse est polymorphe. Il va y avoir habituellement des signes généraux, plus ou moins marqués, avec bien sûr de la fièvre en général, mais également parfois une altération de l'état général, peu fébrile, qui peut aller sur plusieurs semaines ou mois. Il va y avoir ensuite des signes cardiaques, insuffisance cardiaque bien sûr, apparition d'un souffle, et puis des signes extracardiaques liés aux localisations secondaires infectieuses, aux localisations emboliques également, et à des manifestations immunologiques. Cette présentation clinique, elle peut être parfois trompeuse, avec parfois une fièvre isolée ou au contraire fluctuante, et parfois on va avoir une complication inaugurale qui va permettre le diagnostic, tel qu'un AVC, accident vasculaire fébrile, ou une insuffisance cardiaque fébrile. Après ces arguments cliniques, on va voir les arguments microbiologiques. Il va falloir faire des hémocultures, c'est fondamental pour le diagnostic d'endocardite infectieuse, puisqu'on l'a vu, il y a une bactériémie persistante dans l'endocardite infectieuse. On va prélever 6 flacons d'hémoculture. Cette fois-ci, on va plutôt les espacer sur 24 heures, avec au moins 1 heure d'intervalle entre les différentes ponctions. Et effectivement, on ne fera pas de prélèvement unique, comme on peut le faire devant une simple suspicion de bactériémie, comme on l'a vu dans l'item bactériémie. Si les hémocultures sont négatives et que les hémocultures ont été faites après qu'une antibiothérapie ait été débutée, dans ces cas-là, il va être recommandé d'arrêter les antibiotiques, bien entendu s'il n'y a pas de signe de gravité, si par exemple l'antibiothérapie a été débutée au préalable, avant la prise en charge hospitalière, et on reprélèvera des hémocultures après 48 à 72 heures d'arrêt des antibiotiques. S'il n'y a pas eu d'antibiothérapie préalable, on est probablement devant une endocardite infectieuse avec une bactérie intracellulaire, et dans ces cas-là, on fera des sérologie Coxiella burnetii, Bartonella, Inselae, Quintana, et on pourra également, s'il y a une chirurgie, faire une PCR spécifique, Coxiella, Bartonella, Whipple, sur les valves cardiaques. Ensuite, on aura également à chercher des arguments d'imagerie, et l'imagerie principale sera à type d'échographie cardiaque. L'échographie transthoracique, elle est simple, elle est accessible, mais elle est moins sensible que l'échographie transœsophagienne, qui est plus invasive, bien entendu, donc qu'on fera dans un second temps, et qui permet par contre une meilleure sensibilité pour détecter les végétations et voir toute anomalie, et notamment en cas de prothèse valvulaire. Si l'échographie cardiaque est négative et qu'il y a une forte suspicion d'endocardite infectieuse, il ne faudra pas hésiter à refaire l'échographie cardiaque à J7. Par ailleurs, toujours dans le cas des imageries cardiaques, certains examens tels que le PET scanner, notamment si le patient est porteur d'une prothèse valvulaire, vont pouvoir aider au diagnostic d'endocardite infectieuse. Le PET scanner fera par ailleurs aussi le bilan des localisations secondaires et d'éventuelles portes d'entrée. Et puis des imageries de type scanner cardiaque, par exemple, peuvent également aider au diagnostic d'endocardite infectieuse. Et puis, par ailleurs, il va falloir chercher les localisations extracardiaques, puisque ça peut être des critères diagnostiques supplémentaires pour faire le diagnostic d'endocardite infectieuse. Ces localisations extracardiaques, elles sont fréquentes. Elles peuvent être présentes jusqu'à 45% des patients et elles vont pouvoir toucher plusieurs organes. Quand il s'agira d'une endocardite du cœur gauche, on va avoir des localisations cérébrales qui peuvent être symptomatiques, à type d'AVC, d'AIT, ou non symptomatiques et qui se verront sur l'imagerie. Elles ont habituellement un pronostic qui est un peu sombre, mais ce sont les localisations les plus fréquentes. On va également avoir d'autres manifestations à type de localisation extracardiaque, à type de localisation extracérébrale. Ce sera le foie, la rate, le rein. Il pourra y avoir également des spondylodicites, des emboles au niveau des membres avec des ischémies, par exemple, des emboles coronaires avec des signes d'infarctus du myocarde, des emboles au niveau de la peau, et puis des emboles au niveau vasculaire à type d'anévrisme mycotique avec un risque hémorragique. S'il s'agit d'endocardite du cœur droit, la principale localisation sera l'embolie pulmonaire qui peut être multiple et éventuellement massive. Et puis on aura également
des manifestations immunologiques de type purpura vasculaire, de type faux Panari ou érythème palmoplantaire de Genoé. Ainsi, le bilan de l'endocardite va nécessiter un bilan initial avec les hémocultures, l'échographie cardiaque, l'examen clinique, va nécessiter également bien sûr de rechercher des signes de gravité, auquel cas il faudrait prendre en charge le patient en extrême urgence, va nécessiter la recherche de localisation secondaire, et dans ces cas-là, on fera un scanner thoraco-abdominopelvien ou un PET scanner et une IRM cérébrale, notamment s'il y a une chirurgie qui est prévue. Et puis dans tous les cas, et à distance, il faudra prendre en charge la porte d'entrée qui est nécessaire pour éviter toute nouvelle rechute. Et quel est le traitement de l'endocardite infectieuse ? Alors le traitement de l'endocardite infectieuse, c'est un traitement qui est habituellement médico-chirurgical et le principe va être d'obtenir l'éradication microbienne au niveau du site infectieux. Ça va donc nécessiter tout d'abord une antibiothérapie qui va être bactéricide, qui va être prolongée à forte dose et administrée par voie parentérale, au moins à la phase initiale, bien entendu adaptée aux prélèvements, aux hémocultures positives ou éventuellement aux sérologies comme on l'a vu. Par ailleurs, on va également avoir éventuellement une prise en charge qui sera chirurgicale et les 3 indications de chirurgie seront un non-contrôle de l'infection malgré une antibiothérapie adaptée, seront éventuellement un risque embolique majeur en fonction de la taille de la végétation et seront également des indications cardiaques avec un non-contrôle, par exemple d'une insuffisance cardiaque ou un abcès trop important. Dans tous les cas, il faudra traiter la porte d'entrée avec soit bien sûr les soins dentaires, soit la recherche d'une porte d'entrée digestive par une coloscopie par exemple et l'ablation de polypes. Et doit-on prévenir l'endocardite infectieuse ? Alors effectivement, la prévention, comme dans toute infection, c'est très très important. Pour ce qui est de l'endocardite infectieuse, on va faire à la fois une prévention dite primaire, c'est-à-dire pour les cardiopathies à risque. L'idée, c'est vraiment chez les patients qui ont des cardiopathies du groupe EA, donc les cardiopathies à risque, on l'a vu tout à l'heure, les antécédents d'endocardite infectieuse, les prothèses valvulaires, les cardiopathies cyanogènes non opérées. Il va falloir à ce moment-là prévenir la survenue d'endocardite infectieuse, puisqu'on sait qu'elles sont beaucoup plus fréquentes, et notamment il y aura besoin d'un état bucco-dentaire parfait, avec une consultation chez le dentiste 2 fois par an, une surveillance cardiologique régulière, environ 1 fois par an, et puis également le besoin d'une hygiène cutanée avec des infections des plaies et bien entendu consulter un médecin en cas de fièvre et en cas de fièvre sans cause, bien entendu qu'il y ait une réalisation d'hémoculture sans antibiothérapie préalable. Autant que possible, bien entendu, limiter des gestes invasifs à risque de bactériémie chez ces patients-là. Pour ce qui est de l'antibioprophylaxie, puisque dans le cadre de la prévention primaire, on va utiliser une antibioprophylaxie, notamment avant tout soin dentaire. On va pouvoir mettre en place cette antibioprophylaxie pour éviter une bactériémie. Ces recommandations d'antibioprophylaxie, elles sont dans le cadre des recommandations européennes, mais il y a une mise à jour qui a eu lieu récemment, en 2023, et des antibioprophylaxies pourraient être plus larges, y compris dans le cadre de gestes éventuellement de type fibroscopie. Dans tous les cas, pour ce qui sera de la prévention secondaire, c'est-à-dire après une endocardite infectieuse, les règles seront les mêmes. C'est important d'éduquer le patient, d'une part pour éviter toute nouvelle endocardite infectieuse, et si celle-ci n'est pas évitable, éventuellement de faire en sorte qu'au moins le diagnostic soit le plus précoce possible pour une prise en charge adaptée, et notamment en cas de fièvre, il est très important, si celle-ci n'a pas une cause évidente, de bien faire des hémocultures avant toute antibiothérapie pour ne pas retarder le diagnostic. Merci beaucoup, professeur Bottelo-Nevers. Merci à vous. Ce podcast est un complément à l'ouvrage de référence du Collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales, le PI étudiant.